en 2018 et c'est Alexis qui prend le crachoir au début. Alors, Je Alexis, veux juste c'est à toi. être certain parce que est-ce que tu es sûr que ça enregistre, Martine? Moi, je vois que ça enregistre, Ah, Alexis. OK, parfait. Moi, parce que je ne le voyais pas, le petit icône d'enregistrement, c'est pour ça. Super. Donc, c'est moi qui va commencer la présentation, comme Tony le disait. Puis, on se parlait justement récemment, puis on était très content de faire la présentation, d'autant plus qu'on vient d'avoir une publication sur ce qu'on vous présente. Donc, même si vous voulez poursuivre après ça avec une lecture, là, la publication est disponible en ligne, là, si je ne me Est trompe pas. sorti cette semaine. Oui, exact. Donc, la présentation s'appelle Prédire le dérangement lié aux travaux de construction de l'échangeur Turcot. Quelle est la contribution des niveaux sonores? Donc, avant peut-être de rentrer dans les résultats, juste vous faire une petite survol, une petite introduction. Je pense que tout le monde sait c'est quoi l'échangeur Turcot. C'est un échangeur autoroutier qui a été construit en 1966 dans le but, en 1967, d'avoir une voie d'accès pour l'Expo universelle. Et ça fait plusieurs années qu'il y a des études qui démontrent que bon, l'échangeur Turcot, les différentes structures doivent être changées, doivent être reconstruites. Et c'est en 2016 je crois, que vraiment les travaux de construction ont commencé. Donc, pour nous, c'était une belle opportunité d'étudier le dérangement au bruit de construction, d'autant plus que dans ce projet-là, ce qui est particulier, c'est que toute la circulation automobile a été maintenue sur l'échangeur Turcot. Donc, on peut regarder aussi l'aspect de bruit de circulation routière, ce qui amène quelque chose d'intéressant aussi dans les résultats. Puis, j'ai oublié de mentionner, Tony, si jamais tu as des choses à rajouter, tu peux m'interrompre. Donc, le projet, c'est une étude longitudinale, donc qui a lieu sur 4 ans. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le début des résultats, donc la première année, des résultats de la première année qu'on a faite dans le projet. Plus particulièrement, ce qu'on s'est intéressé ici, c'est vraiment c'est quoi les facteurs ou c'est quoi les différents éléments qui permettent de prédire le dérangement qui est associé au bruit de construction. Donc, c'est ça qui nous intéresse là, dans la présentation. Donc, ici, vous avez un graphique qui démontre vraiment le détail en termes de recrutement là, des participants. Donc, dans les différentes zones d'études que je vais vous montrer par la suite, on avait environ 15 000 numéros de téléphone qui étaient disponibles. À travers ces numéros-là, il y en avait presque, on va dire 5 700 qui étaient invalides, environ 2 100 participants potentiels qu'on n'arrivait pas à rejoindre. Donc, au total, il y a environ 6 800 participants qui ont été contactés pour le projet de recherche. Et de ceux-là, il y a environ 4 850 qui ont choisi de ne pas participer à l'étude et environ 560 qui ne respectaient pas les différents critères d'inclusion que je vais vous présenter par la suite. Ce qui nous amène à un total de 1 409 participants qui ont participé au projet de recherche. Donc, comment se déclinent les deux groupes qui ont été constitués? Donc, il y a un groupe cible ici qui est un groupe de participants qui se situe là, proche des infrastructures de Turcot, donc en bas de 300 mètres. Et ça représente là, 483 participants pour le groupe, on va l'appeler le groupe cible, le groupe exposé. Et à l'opposé, le groupe témoin, donc c'est des participants qui sont entre 300 et 1000 mètres des infrastructures. Et ici, ça représente 926 participants. La distance de 300 mètres, en fait, ça a été établi sur une étude d'impact qui avait été menée là, quelques années avant, donc en 2008, qui montrait là, que plus loin que 300 mètres des infrastructures de Turcot, c'était plus du bruit local qui était présent, donc moins du bruit qui provenait de l'échangeur Turcot. Donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné cette distance-là séparatrice là, de 300 mètres pour nos deux groupes. Donc, les deux critères d'inclusion, c'est assez simple. Donc, c'est être âgé de plus de 18 ans, donc 18 ans ou plus, et résider depuis au moins 6 mois dans une des zones du projet. Je vais juste tasser en même temps ma petite fenêtre pour voir. Parfait. Donc, ici, vous avez la représentation des différentes zones d'études. Donc, en jaune, vous avez la zone contrôle, donc de 300 à 1000 mètres du projet Turcot, des infrastructures. Et en rouge, vous avez toute la zone là, de notre groupe cible, donc moins de 300 mètres de l'échangeur Turcot. Les petits points rouges ou les gros points rouges, les gros cercles, donc c'est
La répartition des répondants qui ont participé au projet là, à travers toutes les zones d'études. Donc, plus le point est petit, en fait, c'est un nombre plus petit de participants. Plus les gros s'approchent, ça représente un plus grand nombre de participants. Donc, vous avez visuellement où se situent les différents répondants. Donc, on voit, on a des répondants qui se situent dans Montréal-Ouest, des répondants qui sont plus proches des structures centrales, là, vraiment de l'échangeur Turcot. On a des gens dans Westmount. Donc, on a vraiment une répartition globale là, à travers le secteur. Peut-être une petite précision, ça va introduire aussi la prochaine diapo. En noir, ici, donc les carrés noirs, c'est différentes stations de mesure de bruit. Donc, il y a 18 stations de mesure de bruit qui ont été installées dans les différentes zones d'études. Si je ne me trompe pas, ils étaient installés à moins de 50 mètres du chantier de construction, là, des infrastructures de Turcot. Donc, le but, c'était d'avoir une idée des niveaux de bruit qui étaient situés là, à travers les différentes zones. De toute manière, la prochaine diapo va vous montrer les différents indicateurs. Je voudrais juste peut-être une petite information sur le fait que ce chantier-là a à peu près une dizaine de kilomètres de long. Donc, les travaux de construction, démolition ne se produisent pas tous en même temps, à la même heure, partout sur le chantier. Ça bouge dans l'espace et dans le temps. Merci. Ce qu'on a regardé, pour les 18 stations de mesure, donc on a regardé différents indicateurs acoustiques. Certains indicateurs que vous connaissez probablement bien, là, le LEQ 24 heures qui correspond à, je peux dire, la quantité d'énergie sonore qui est intégrée sur une période de 24 heures. On a la même chose aussi pour ce qu'on appelle le L-jour, le L-soir et le L-nuit. Donc, c'est un petit peu l'équivalent du LEQ 24 heures, mais ici, c'est différentes périodes de la journée. Donc, on regarde le niveau de bruit global pendant la période de jour, de soir et de nuit. On a regardé aussi les niveaux L10. Donc, les niveaux L10, ça correspond au niveau de bruit qui est excédé là, 10 du temps, qui est un indicateur qui est souvent utilisé, entre autres, pour tous les bruits qui sont plus intermittents. Donc, si on passe, par exemple, au bruit de transport ferroviaire, donc le L10 est probablement plus intéressant là, à ce moment-là pour venir mesurer le niveau de bruit qui est dépassé là, pendant une certaine période de temps. Et on a calculé ce qu'on nous, on a appelé le NEI, donc le Noise Event Indicator, qui est un indicateur en quelque sorte de dépassement de seuil. Comment ça a été calculé, cet indicateur-là? Donc, à chaque station de bruit, on avait des informations sur le niveau de bruit avant les travaux de construction. Donc, ce niveau de bruit-là a été pris en compte, auquel il a été ajouté un 5 décibels, et ça correspond à notre seuil. Donc, à chaque fois que les niveaux de bruit dépassent ce seuil-là, on considère ça comme étant un événement sonore. Donc, nous, on veut aller regarder vraiment ces événements sonores-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai mis la formule ici. Donc, on regarde la somme de ces dépassements-là, donc le delta level, le delta L, donc la somme de tous les dépassements par rapport au seuil qui était établi. On regarde aussi la variabilité, donc comment ces dépassements-là varient. Donc, est-ce qu'on a des grandes variations ou des petites variations à travers toutes les stations sonores? Et finalement, on regarde aussi, on intègre la moyenne des différents dépassements. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un indicateur. L'indicateur est très arbitraire, là. Ça ne correspond à rien, la donnée que ça nous donne. Là. Ça ne correspond pas à un niveau de bruit en tant que tel, mais ça sert un petit peu de proxy pour voir s'il y a des événements sonores. Donc, est-ce qu'il y a du bruit qui est plus intermittent, qui dépasse un certain niveau sonore? Donc, c'est un petit peu ça la représentation qu'on veut faire. Et ici, vous avez les données de bruit qui ont été obtenues. Donc, ici, c'est la figure, ce que ça vous montre, c'est les données de bruit annuelles. Donc, Tony, c'était pendant 2018, je pense, hein, ces données-là, c'est ça, 2018. Donc, vous avez les différents indicateurs, donc le LEQ 24 heures, le L-jour, L-soir, L-nuit et le L10. Donc, ce qu'on remarque à travers les 18 stations, donc ici, c'est une moyenne pour les 18 stations, là, la représentation. Donc, les niveaux varient de 52 à presque 70 dBA, 68,8. L'indicateur le plus bas, c'est le L-nuit.
On sait que pendant la nuit, habituellement, il y a moins de travaux de construction, il y a moins de circulation, donc c'est normal d'avoir un indicateur à un niveau qui est plus bas, donc on était à 57,7 dBA. L'indicateur le plus élevé, c'était pendant la période de jour. Et on voit une petite variation à travers les différentes stations de mesure, donc qui est de l'ordre d'environ 6,6 décibels. La variation est assez petite, là. Si on regarde à travers toutes les 18 stations de mesure, généralement, les niveaux de bruit sont assez stables, se ressemblent quand même. Donc, on a cette petite variation-là, mais qui n'est pas énorme là, à travers les stations de mesure. Si je peux me permettre, Alexis, d'ajouter, ici, c'est vraiment des indicateurs là, de long terme. C'est une moyenne annuelle. Donc, ce qui peut se passer sur une journée, si on fait un travail de démolition dans un endroit particulier de l'échangeur Turcot, bien évidemment, la moyenne annuelle, elle ne montrera pas. À moins que ça se répète chaque jour de l'année pendant une année. Là, on verrait quelque chose, mais autrement, tout ce qui est plus intermittent n'est pas vraiment bien représenté par ces chiffres-là. Puis on le voit quand on regarde aussi, là, on ne les présente pas, là, mais les années, ces moyennes-là annuelles, mais sur les autres années, donc en 2019, 2020, 2017, là, absolument, c'est assez stable dans le temps aussi. Là. Donc, cette information-là, comme tu dis, Tony, se dilue en quelque sorte là, quand on regarde le niveau annuel des niveaux sonores. Donc, maintenant, on va regarder plus les variables qui sont propres aux participants qui étaient dans l'étude. Donc, pour commencer, les variables socio-démographiques. Donc, on ne les a pas tous placées dans le tableau. On a présenté peut-être les plus intéressantes. Donc, ce qu'il faut retenir, nos participants dans le groupe cible et témoins ne diffèrent pas vraiment là, sur la plupart des variables socio-démographiques. Donc, ils se ressemblent en termes de répartition du sexe, de l'âge, l'utilisation d'échangeurs Turcot. Donc, sur toutes ces variables-là socio-démographiques, ils se ressemblent beaucoup. Les seules deux variables où on a trouvé une différence, c'était sur le revenu familial et sur le statut de résidence. Donc, ce qu'on voit, c'est que les participants du groupe cible ont tendance à présenter un revenu familial qui est plus faible et ils sont moins souvent des propriétaires de leur résidence, donc sont plus souvent des locataires. On obtient cette différence-là qui n'est pas anormale, là, qui est un peu compatible aussi avec la démographie là, des différentes zones d'études. Donc, on sait, il y a plusieurs études qui ont démontré, entre autres, que les secteurs plus proches de l'échangeur Turcot, c'est des quartiers qui sont peut-être un petit peu plus pauvres, où il y a plus souvent des appartements. Donc, cette différence-là ne nous étonne pas, là, en quelque sorte, là, considérant ces aspects-là là, au niveau des zones d'études. Et maintenant, si on regarde des variables plus psychosociales, donc il y a différentes questions qui étaient posées. Des questions, entre autres, par exemple, sur est-ce que le participant apprécie son environnement de vie? Est-ce qu'il apprécie l'environnement sonore dans son quartier? Est-ce qu'il juge qu'il est sensible au bruit? Est-ce qu'il pense que les travaux de construction ont un impact sur la valeur de sa résidence? Est-ce qu'il sent que son sentiment de sécurité est affecté par les travaux de construction? On avait des questions aussi sur l'appréciation des mesures de mitigation du ministère des Transports. Donc, le ministère des Transports met en place différentes mesures de mitigation pour réduire, entre autres, le bruit ou les poussières. Donc, est-ce que les participants jugent que ces mesures-là fonctionnent? Donc, il y avait toute une série de questions de cet ordre-là. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que sur la plupart des questions, on voit une différence entre les deux groupes. Donc, les questions qui ont trait plus, si je peux dire, aux effets de l'échangeur Turcot, aux effets des travaux de construction, ou la perception des participants sur ces aspects-là diffèrent entre les deux groupes. Puis, ce que j'ai peut-être oublié de mentionner tout à l'heure, vous avez dans les tableaux, dans certains cas, vous avez des catégories. Donc, par exemple, l'appréciation de l'environnement sonore. Donc, est-ce qu'ils jugent que c'est très calme? Est-ce qu'ils jugent que c'est bruyant? Donc, on a mis certaines catégories ici qui diffèrent entre les participants. Et des fois, vous avez une échelle ici, c'est une échelle de 0 à 10, en fait, où 0, c'est, par exemple, si on regarde l'appréciation de l'environnement de vie, donc 0, c'est qu'ils apprécient beaucoup l'environnement, leur quartier, puis 10 ici, c'est qu'ils l'apprécient beaucoup moins. Donc, cette échelle-là va revenir aussi dans les prochaines variables qu'on va vous montrer. Donc, la plupart de ces variables-là diffèrent entre les groupes. Ce qui est intéressant, c'est les deux qu'on a mis en gras ici, donc l'importance accordée à l'environnement sonore puis la sensibilité au bruit.
Donc, ce sont deux variables qui sont peut-être un petit peu plus, je veux dire, intrinsèques aux participants. Donc, qui ne sont pas influencés nécessairement par les travaux de construction. Puis c'est intéressant de voir que les participants ne diffèrent pas sur ces questions-là. Donc, si on regarde la sensibilité au bruit, là, donc est-ce que les participants jugent qu'ils sont sensibles au bruit? On n'a pas de différence entre les gens qui vivent proche de l'échangeur ou qui vivent plus loin. Puis la même chose pour l'importance accordée à l'environnement sonore. Donc, pour les deux groupes, ils accordent la même importance là, à tout ce qui est l'aspect sonore là, dans leur quartier. Donc, on va aborder les variables de dérangement. Donc, il y a une série de variables. Donc, on a questionné les participants à savoir, bon, est-ce qu'ils étaient dérangés ou à quel niveau est-ce qu'ils étaient dérangés par les différents travaux de construction. Donc, on posait la question, est-ce qu'ils étaient dérangés pour différentes périodes de la journée, donc le jour, le soir et la nuit. On posait la question, est-ce que les différentes activités quotidiennes, là, ici, si je ne me trompe pas, on a par exemple la relaxation, la concentration, profiter de l'extérieur, de leur domicile, donc tout ce type d'activité-là. On posait des questions sur les autres sources de bruit environnemental, donc le bruit ferroviaire, le bruit aérien, le bruit de voisinage, entre autres. On posait des questions sur les différents aspects de la construction. Donc, est-ce que les gens sont dérangés par les poussières? Est-ce qu'ils sont dérangés par les vibrations? Est-ce qu'ils sont dérangés par les modifications au niveau de la circulation routière, donc tous les détours? Puis finalement, il y avait des questions qui rapportaient au niveau du sommeil. Donc, il y avait deux aspects, le sommeil, le dérangement du sommeil lié vraiment au bruit là, généré par les activités de construction de Turco. Puis, on utilisait le Sleep Condition Indicator, qui est un questionnaire pour aller mesurer la qualité du sommeil, mais qui est non spécifique aux travaux de Turco là, ici. Fait que la question ici ne fait pas référence aux travaux de construction. Et on voit, en fait, sur la plupart, en fait, je ne me trompe pas, sur quasiment toutes les variables là, liées au bruit de construction, on voit une différence significative entre nos deux groupes. Ici, donc, on a notre échelle de 0 à 10. Donc, plus l'échelle est élevée, plus le score est élevé, plus les participants se disent dérangés par, ici, par exemple, par le bruit de construction là, sur les différentes périodes de la journée. Donc, on voit cette différence-là qui est significative entre les groupes. On va les voir aussi sous forme graphique après. Peut-être juste vous montrer, si on regarde les différentes sources de bruit environnemental, donc comme j'ai mentionné, là, le bruit de transport ferroviaire, le bruit aérien, le bruit de voisinage, le bruit des différentes industries, tout ça, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, les deux groupes montrent le même niveau de dérangement. Et on va le voir super bien avec le graphique tantôt, mais tout ce qui est modification au niveau de la circulation routière, c'était vraiment une des variables qui démontre le plus haut niveau de dérangement. Donc, on a une petite différence, on a une différence significative entre les groupes, mais les deux groupes montrent un niveau de dérangement qui est très élevé pour cette question-là. Donc, ici, je vous montre la représentation. Donc, dans le tableau précédent, on vous montrait sur une échelle de 0 à 10. Ici, on vous les montre avec différents énoncés, peut-être, si je peux dire. Donc, en noir, vous avez les gens qui se disent pas dérangés du tout. En blanc, ici, c'est des gens qui sont un petit peu dérangés. En gris foncé, c'est des gens dérangés. Puis, la colonne gris pâle, c'est elle qui nous intéresse le plus. Donc, ici, c'est les gens qui sont fortement dérangés. Ici, donc, on regarde le bruit de construction. Dans le panneau à gauche, c'est le bruit de construction de l'échangeur Turco. Puis dans le panneau à gauche, c'est tout ce qui est le bruit de trafic routier qui nous intéressait. Donc, la première chose qu'on voit, si on regarde le bruit de construction, donc notre groupe qui est proche de l'échangeur Turco montre quand même une proportion qui est importante de gens qui se disent fortement dérangés, donc autour de 28 qui est beaucoup plus faible dans le groupe plus loin de l'échangeur Turco, donc qui est autour de 11 ce qui est quand même quelque chose qui est attendu. Là. Plus on est loin de l'échangeur Turco, plus on peut penser que les gens sont moins exposés ou sont moins confrontés aux différents aspects de construction, donc le dérangement peut être moins important. Et si on regarde au niveau du bruit de trafic routier, donc on a une proportion de 29 de gens qui sont fortement dérangés dans le groupe cible et dans le groupe témoin, on est autour de 21 Fait que nous, quand on regardait ces données-là, Tony et moi, il y avait quelque chose qui nous apparaissait vraiment très intéressant. Si on regarde les gens qui sont fortement dérangés par le bruit de construction, notre 28
il est vraiment très semblable aux gens qui sont fortement dérangés par le bruit de trafic routier. Donc, les deux, c'est quasiment la même proportion de gens qui sont fortement dérangés. Alors que si on s'éloigne de l'échangeur turco, c'est davantage le bruit de trafic routier qui est dérangeant. Donc, il y avait deux hypothèses qu'on s'était données. La première, c'est que ça se peut que le bruit de trafic routier soit autant dérangeant ou plus dérangeant que le bruit de construction. Puis l'autre hypothèse qu'on avait, qui est intéressante aussi, c'est que possiblement les gens qui sont proches, qui vivent proches de l'échangeur turco, peut-être que la distinction entre le bruit de construction puis le bruit routier est difficile à faire. Donc, peut-être pour ces participants-là, la distinction entre les deux types de bruit est plus difficile. Et c'est plausible ou c'est logique parce que dans ce cas-ci, dans ce projet-là, la source de bruit, c'est la même, c'est l'échangeur turco. Donc, que ce soit du travaux de construction, que ce soit du trafic routier, les deux proviennent du même endroit, les deux proviennent de l'échangeur turco. Et on ne voit pas cet élément-là dans le groupe cible, donc dans le groupe contrôle. Donc, la distinction ici entre le trafic routier et le bruit de construction, elle est plus claire, elle est plus évidente. Ici, on vous montre les différents aspects de la construction. Donc, on regarde les odeurs, les vibrations et les poussières. Donc, ici, on a mis les pourcentages principalement pour les gens qui se disent pas dérangés et les gens qui se disent fortement dérangés. Donc, visuellement, on voit la différence entre les deux groupes. Le dérangement est plus élevé dans notre groupe cible. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au niveau des poussières, le dérangement est très élevé. Donc, on a 40 du groupe cible ici qui se dit fortement dérangé par les poussières là, en lien avec les travaux de construction. C'est quelque chose qui est intéressant. Si je ne me trompe pas, Tony, ça ressortait aussi dans les comités de bon voisinage. Donc, il y avait des rencontres dans les différents quartiers où les gens peuvent aller discuter ou ils peuvent aller présenter des éléments qui les dérangent là, par rapport au projet de construction de Turco. Puis les poussières reviennent beaucoup comme étant un élément qui est dérangeant là, pour les participants là, qui vivent proches des travaux de construction. On le voit ici, là, la proportion de gens dérangés est très élevée. Et finalement, ici, on vous montre le dérangement en lien avec les modifications à la circulation routière, donc tous les détours, le fait que la circulation elle est redirigée sur les rues plus locales. Et ici, c'est très, on le voit super bien, là, on a quasiment 50 des gens dans les deux groupes qui se disent fortement dérangés par ces aspects-là de redirection ou de modification au niveau de la circulation routière. C'était notre variable je ne me trompe pas, c'est vraiment la variable qui montre le plus haut niveau de dérangement. Et c'est dans les deux groupes. Donc, même si on voyait cette différence-là qui est significative, on voit bien qu'environ 50 là, des participants des deux groupes sont fortement dérangés. Donc, on vous pose la question. Donc, on a mis, selon vous, en gros, là, c'est plus une discussion peut-être à avoir, mais bon, le titre de la présentation, c'était comment prédire le dérangement en lien avec le bruit de construction. Donc, selon ce que vous avez vu, selon vous, qu'est-ce qui pourrait prédire le dérangement? Donc, pardon, qu'est-ce qui peut faire en sorte ou quelles variables ou quels éléments on peut penser qui pourraient prédire comment une personne pourrait être dérangée par rapport au bruit de construction? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Oui, je vais juste peut-être ajouter un petit peu de contexte à la question qu'on pose. C'est que quand les gens regardent leur environnement, bien évidemment, ils ne regardent pas juste le bruit, ils regardent l'ensemble de l'œuvre de leur environnement. Puis même si on leur pose une question qui porte sur le bruit, leur réponse peut être teintée de tous les autres aspects entourant un projet, puis la réponse va être aussi teintée de qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font. Quand on leur pose la question « Êtes-vous dérangé par le bruit de l'échangeur turco ?» Si on leur pose cette question-là sans référence à une période de la journée, ils peuvent nous donner une réponse. Puis quand on leur pose la question ensuite « Êtes-vous dérangé par le bruit de construction de turco la nuit ?» Là, on les focus sur une période où ils essaient de dormir. Fait que ce n'est pas le même focus quand on leur demande « Qu'est-ce que vous en pensez la nuit ?» de « Qu'est-ce que vous en pensez ?» sans qu'on réfère à une période particulière de la journée. Donc, selon l'activité qu'ils font, bien, ils peuvent être plus ou moins dérangés, puis ils peuvent juger plus ou moins important certaines variables de leur environnement, mais aussi ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans cet environnement-là. Alors, donc, quand on pose la question « Êtes-vous dérangé par le bruit », les gens qui nous répondent, ils ne nous répondent pas juste en pensant au bruit.
Alors, c'est pour ça que la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez qui qu'est-ce qui prédit les réponses de dérangement? La question est lancée. Alors, si vous voulez, c'est très rapide, là. Il s'agit juste de vous prononcer selon vous. Dans le chat? Le voulez-vous dans le chat? À l'oral, ça peut être à l'oral. Oui, allons-y à l'oral, ça va peut-être être plus rapide. On n'est pas nombreux. Moi, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est il y a un concept en mesure qui est le fait justement que la personne va réévaluer l'impact. On sait, par exemple, les personnes qui ont des blessures médulaires, quand on évalue leur qualité de vie, souvent leur appréciation de la qualité de vie, elle est recadrée, recontextualisée. Et pour ça que je trouvais ça intéressant que vous identifiez, ça fait combien de temps que les gens vivent là? Et je me demande la période qui s'est écoulée depuis le début des travaux, si ça n'a pas pu faire en sorte que leur façon d'évaluer l'impact sur eux a pu être changée par ce contexte-là. J'imagine peut-être que les premiers 3 mois des bruits de construction versus un peu plus tard. Fait que vu que vous aviez annoncé que c'était longitudinal, je me pose la question, est-ce qu'il y a une question d'accumulation qui ferait en sorte que les gens éventuellement recadrent? Fait que j'avais comme un élément très, je dirais, méthodologique puis contextuel que j'aimerais voir dans vos analyses, disons. Je pense que Claudine, on va garder ta question pour la prochaine période de questions parce qu'elle est vraiment intéressante puis ça va parler des autres mesures qu'on a prises en 2019 puis en 2020 qu'on ne vous présente pas aujourd'hui, mais je pense que je vais la garder pour plus tard. Là, ce que j'essaie de vous faire dire. Des variables que tu veux. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on mettrait, qu'est-ce qui, dans une analyse, une création de modèle de régression, qu'est-ce qui ressortirait selon vous et qui pourrait expliquer une grande proportion de la variance dans le dérangement? Peut-être que comment ça peut se traduire, l'élément de Claudine, c'est peut-être la durée de résidence. De résidence ou oui, qui pourrait se traduire qui pourrait prédire le dérangement ou. Peut-être, oui. Il y aurait peut-être comme ça que la variable elle pourrait s'opérationnaliser. Yes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer un élément avec la discussion qu'on vient d'avoir? Ça l'a éclairci. Benoît, tu as le doigt levé? Oui, j'ai le doigt levé. D'après ce que Tony, tu disais, puis tu mettais la table, on dirait ce qui m'est venu en tête, c'est la personnalité des gens. Donc, un des facteurs, c'est des traits de personnalité des personnes qui feraient en sorte que ça peut teinter qu'est-ce qu'il pourrait prédire. Donc, comme par exemple, un élément qu'on a mesuré, c'est la sensibilité au bruit. Oui. Donc, ça, c'est lié à la personnalité des gens. C'est un facteur qui, en fait, est intrinsèque. Chez les jumeaux identiques, ils ont la même sensibilité au bruit. Chez les jumeaux hétérozygotes, non, pas nécessairement. Donc, ça, c'est un élément. OK. Mais il y a un élément, mais aussi la personnalité. Des personnalités qui sont plus anxieuses, des personnalités qui sont plus calmes. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, ces éléments-là. On n'a pas mesuré ça, malheureusement. Okay. Mais effectivement, on pourrait faire des mesures d'extroversion, par exemple, peut-être introversion, extroversion, puis de prédire que peut-être les gens introvertis pourraient peut-être être plus dérangés par le bruit. J'ajouterais l'âge. L'âge. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, les gens, leur sommeil est plus léger, donc j'imagine que c'est plus difficile on peut être dérangé plus facilement avec l'âge. Et je ne sais pas s'il y a un effet d'âge et de proximité de l'échangeur Turco, là, mais... Dans votre échantillon, c'était autour de près de 60 ans qui était la moyenne, là, qui était 50 quelques... Donc, c'est des personnes, c'est des... il doit avoir une variabilité, mais c'était plus âgé que plus jeune, disons. Oui, en effet. Alida, j'ai vu que ton micro était ouvert, alors je te donne la parole. Merci. Je serais aussi curieuse de savoir si la perception de bénéfice de la construction, est-ce que ça joue sur l'attitude ou le dérangement aussi? Est-ce que si je crois que le travail est comme pertinent puis j'aimerais avoir le résultat, est-ce que je suis moins dérangée par le processus qu'ils vont suivre pour arriver à ce point-là? Est-ce que j'en retire quelque chose finalement ou si je ne fais que subir? Ouais. On a une mesure qui s'approche de ça, qui est la valeur de la propriété. Est-ce que les travaux augmentent la valeur de ma propriété
ou la diminue. Donc, on a une variable qui s'approche de ça, qui donne une espèce de mesure de la valeur des travaux. Puis on a aussi utilisateur de Turco. Donc, est-ce que j'utilise régulièrement les infrastructures? Donc, ils me servent, par exemple, pour aller à mon travail ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, je pense que ça peut peut-être rejoindre un peu cet élément-là. Là. Mais, donc, j'entends, Tony, aussi, j'entends beaucoup de... Je ne vais pas donner des réponses, mais j'entends beaucoup tout ce qui est trait à des variables un peu plus par rapport aux participants. Claudine a parlé un petit peu de la distance aussi, le fait d'être plus proche ou plus loin. Qui est revenu, donc c'est intéressant aussi. Alors, moi, je suis le maître de cérémonie aujourd'hui, la maîtresse de cérémonie. Alors, si on veut respecter notre temps, on devrait entamer la deuxième partie de la présentation. OK. On va vous parler de ce qu'on a trouvé dans les modèles de régression. C'est la prochaine diapo. Donc, on a créé 4 modèles de régression. Un modèle qu'on appelle le dérangement global. Quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes dérangé par le bruit de la construction de l'échangeur Turco, sans référence à une période de la journée, c'est ça qu'on appelle le dérangement global. Ensuite, on a le dérangement par période, donc jour, soir, nuit. Et le dérangement ensuite des activités quotidiennes, comment le bruit de construction dérange les activités quotidiennes. Et finalement, une activité quotidienne importante parmi toutes les autres, c'est le sommeil. Est-ce que le bruit de construction dérange votre sommeil? Puis on a regroupé nos variables en 3 blocs. Un premier bloc, on a inséré les variables qu'on appelle psychosociales et contextuelles. Un deuxième bloc qui est la distance. Puis un troisième bloc qui est le niveau de bruit. On peut s'imaginer que, effectivement, plus on est proche de l'infrastructure, plus on risque d'être dérangé par le bruit. Donc, ça devrait normalement expliquer de la variance. Puis, plus les niveaux de bruit sont élevés, normalement, ça devrait aussi expliquer une proportion de la variance. Mais ce qui est surprenant, c'est que, en fait, ce qui explique en très, très grande proportion le dérangement, c'est les variables psychosociales et contextuelles dans des proportions là, qui varient entre 51,7 et 70 % de la variance est expliqué par des variables psychosociales et contextuelles. Puis quand on regarde, par exemple, pour le dérangement global, c'est le fait d'avoir une chambre du côté exposé au bruit des travaux Turco qui est une des variables les plus importantes. Le fait aussi d'entendre les bruits de construction de sa chambre à coucher. Donc, ces 2 éléments-là sont les plus importants dans les variables qu'on appellerait le contextuel pour le dérangement global. Pour le dérangement par période, c'est les autres aspects des travaux de Turco qui sont principalement, on l'a vu tantôt, les poussières, mais aussi les vibrations dans une moindre mesure. Et encore une fois, le fait d'entendre les travaux de sa chambre à coucher. Dans les activités quotidiennes, le dérangement est relié au niveau de scolarité puis au revenu familial. Alors, cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec des aspects très, très proches des travaux. Puis pour le sommeil, bien, ce qui revient évidemment, c'est d'avoir une chambre du côté exposé de la maison qui est exposée au bruit des travaux Turco, puis le fait aussi d'entendre ces travaux-là de sa chambre à coucher. Donc, c'est des variables contextuelles. Puis quand on regarde, est-ce que la distance explique une proportion de la variance, c'est très, très petit. Hein? Ça varie entre 0 et 0,5 %. Puis quand on regarde le bruit, c'est la même chose. Le bruit explique lui aussi une très, très petite portion de la variance, là, entre 0 en fait et 0,8 %. C'est surprenant parce que normalement, on s'attend à ce que le bruit, on s'attendait à ce que le bruit et la distance expliquent une plus grande proportion de la variance. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est des variables psychosociales et contextuelles qui expliquent en très, très grande partie le dérangement. Puis on a même fait des tests de sensibilité où on a dit, bon, peut-être que, en fait, nos variables contextuelles, bruit entendu de la chambre à coucher, puis la chambre exposée au bruit des travaux, du côté du bruit des travaux, si on les enlève des modèles, est-ce que, par exemple, on va expliquer davantage de bruit? Et la réponse, c'est non, pas du tout. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la proportion de variance globale qui est expliquée sans augmenter de manière vraiment importante la proportion de variables expliquées par le bruit. Si on peut passer à la prochaine diapo.
Mais vos intuitions, en tout cas, étaient bonnes parce qu'il n'y a personne qui a dit ben c'est les niveaux de bruit qui expliquent le dérangement du bruit. Vous avez toutes nommé des variables plus de nature psychosociale ou contextuelle. Puis une des questions qu'on s'est posées, nous, c'est si on veut réduire donc le dérangement dû au bruit de construction, qu'est-ce qu'on fait pour intervenir? On pourrait bien essayer de réduire le bruit, là, mais on voit que ça n'aura pas beaucoup d'effet de pouvoir réduire le bruit. Oui, on est capable de réduire le bruit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réduire le bruit, là, mais si on veut travailler sur la réduction, là, on a produit 4 modèles. Est-ce qu'on devrait utiliser plus un modèle qu'un autre? Bien, nous, on dit, bien, dépendamment sur qu'est-ce qu'on veut protéger, est-ce qu'on veut intervenir sur le sommeil, qui est quand même une dimension très, très importante pour maintenir la santé, bien, on pourrait dire, bien, c'est le sommeil, c'est le modèle du sommeil qu'on va utiliser, puis on va donc essayer de travailler sur les dimensions qui sont prédites au niveau du dérangement du sommeil. Mais nous, ce qu'on s'est dit, probablement que c'est plus intéressant de regarder l'ensemble de l'œuvre parce que le dérangement dans la tête des gens, il n'est pas décomposé en jour, soir, nuit ou en activité quotidienne ou en dérangement global. C'est un ensemble holistique. Alors nous, notre approche, c'est de regarder l'ensemble de l'œuvre. Donc ici, vous avez les 4 modèles qui sont dessinés en diagramme de Venn avec les intersections. Et ce qu'on voit, ce que la figure montre, c'est qu'au centre de la chose, dans les 4 modèles, ce qu'on trouve, c'est le bruit de construction qui est entendu de la chambre à coucher. Ça semble être, ça prédit, ça se trouve dans les 4 modèles. Puis les autres aspects de la construction se trouvent aussi dans les 4 modèles. Puis quand on a regardé tantôt les réponses de dérangement, les autres aspects de la construction, la chose qui sort le plus comme dérangement, c'est les poussières. Donc, ce que ça veut dire, c'est si je veux intervenir pour réduire les réponses de dérangement dans la population, bien, je devrais m'intéresser aux autres aspects de la construction, nommément les poussières. Donc, je devrais faire des efforts vraiment importants pour réduire les poussières. Puis, je devrais faire aussi des efforts importants pour réduire la pénétration du bruit dans les chambres à coucher. Comment on peut faire ça? C'est quoi les types d'interventions? Je pense que la diapo d'après en parle juste. Ah non, la diapo d'après, je me suis dépêché, je l'ai faite tantôt, ça. Donc, on peut-tu sauter celle-là, puis je vais revenir après, peut-être? Oui, tu vas aller ici. Oui, je vais aller là, c'est ça. Donc, si on voulait faire une intervention qui vraiment viendrait jouer sur le dérangement, le diminuer, donc on pourrait recommander aux gens de déplacer la chambre à coucher pendant les travaux, donc de l'amener d'une façade exposée à une façade moins exposée. Si on est capable de dire que les travaux vont se passer de telle période à telle période, on peut recommander aux gens de déplacer l'endroit où ils vont dormir pour le mettre sur une façade calme, ou encore que les maîtres d'œuvre ou les promoteurs fournissent des installations d'air climatisé pour permettre aux gens de fermer leurs fenêtres pour réduire l'intrusion du bruit aussi, parce que les travaux se font principalement pendant l'été. Puis évidemment, les gens, s'ils n'ont pas les moyens d'avoir de l'air climatisé, ils sont pris pour ouvrir les fenêtres parce qu'il fait chaud. Donc, encore une fois, le bruit entre dans la chambre à coucher. Puis on doit donc réduire les poussières, comme je disais tantôt. Donc, ça, c'est des interventions qui ont en fait, qui ne sont pas sur la source du bruit, mais qui sont sur comment le bruit arrive chez les gens. Je reviendrai en arrière, Alexis, sur la diapo d'avant. Donc, simplement pour dire pourquoi j'ai décidé de vous parler des interventions avant de revenir ici. Simplement pour vous parler des deux éléments dans la conclusion ici où on a vu aussi, parce que dans les modèles, on a rentré toutes nos variables de bruit, les variables de bruit plus longues, jour, soir, nuit, puis les variables de bruit continues sur une journée. Ces variables-là ne ressortent jamais dans les modèles. Ce qui ressort, c'est ce qui est plus intermittent, c'est notre indicateur de dépassement de seuil, c'est le niveau dépassé 10 % du temps, ce qui est logique avec les sources de bruit qu'on trouve sur ce chantier-là, qui sont des sources des armes de recul des véhicules, du marteau-piqueur de démolition, des camions qui déplacent des gravats, qui amènent des matériaux de construction. Donc, on avait
peu prédit que c'est ce qui arriverait, mais c'est effectivement ça qui arrive. Mais même si on est capable de dire ça va être des variables plus intermittentes de bruit qui vont rentrer dans les modèles, ça reste que le bruit explique quelque chose d'extrêmement marginal. Donc, on peut bien investir beaucoup d'argent pour réduire le bruit. C'est peut-être pas là où on va avoir le gain le plus important. Il y a peut-être des interventions plus proches des personnes, les interventions dont on a parlé tantôt, qui permettraient de réduire le dérangement chez les gens. Je pense que la dernière diapo, c'était un peu ça, je pense, hein, Alexis, la prochaine? L'autre d'après, pardon, c'était celle L'autre d'après, c'était celle sur les interventions, c'est ça. Puis juste peut-être nous ramener pour les questions sur la diapo du modèle où on voit en fleurs l'ensemble de cette diapo-là. Ici, pour nous, ça, c'est une espèce de synthèse de cette première étude-là où on voit l'ensemble des facteurs qui rentrent dans les modèles de régression qui sont associés à chacun des modèles. Et on est capable de voir qu'est-ce qui est commun à différents modèles. Si on voulait intervenir sur le sommeil, bien, on voit que les niveaux L10 rentrent dans le sommeil. Donc, intervenir sur les niveaux de pointe pour protéger le sommeil, ça reste important, même si c'est marginal. Intervenir sur les niveaux de nuit, si on veut réduire la réponse de dérangement global, ça reste important, même si c'est marginal. Donc, ici, c'est un peu une espèce de schéma sur quoi je peux. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir sur le faible revenu, on ne peut pas intervenir sur la sensibilité au bruit, mais il y a des éléments là-dedans sur lesquels on peut intervenir pour réduire le dérangement. Fait qu'on serait prêt à accueillir vos questions. Des questions, des réactions, des éclaircissements. Tantôt, je vous ai dit la consigne de passer par discussion, mais savez-vous, il y a un icône en bas qui s'appelle Réaction, qui vous permet de lever votre main. Si vous trouvez ça plus facile, vous pouvez l'utiliser. Levez votre main, puis je vous donnerai la parole. J'essaierai de tenir en compte l'ordre, de le respecter. Je pense que Claudine t'a apporté un élément. C'est ça, en fait, je voulais juste redire le concept scientifique là, parce que tantôt, je cherchais le nom du concept, mais c'est le response shift. Mais vu que vous avez, là, je vois que c'est des données transversales qu'on a regardées, hein? Aujourd'hui, oui. C'est ça. Donc, mais ce serait intéressant de voir si les gens réévaluent avec le temps. Fait que je pense que dans des modèles longitudinaux, ça pourrait être intéressant de regarder ce concept-là. Mais j'ai beaucoup aimé votre façon d'animer et de nous amener avec des hypothèses. Là, il faut que je me rende à ma prochaine rencontre. Je vais manquer le reste de l'échange. Merci beaucoup. Merci, Claudine. Merci, Bonne Claudine. rencontre. Merci. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, on le savait probablement, mais qu'on constate, c'est que le dérangement, c'est très global. Il n'y a jamais juste un élément, il n'y a jamais juste un aspect. Ce qui est intéressant, c'est toute la méthode pour arriver à le comprendre et à le décortiquer, pour saisir les éléments qui sont les plus explicatifs de ceux qui risquent d'être les plus dérangés, pour avoir une prise sur ces événements-là, sur ces éléments-là, dans le fond. Mais c'est toujours très global, le dérangement. C'est aussi associé. Le bruit n'est jamais tout seul. On ne peut pas isoler le bruit du reste de l'environnement. Ce n'est jamais perçu isolément. C'est toujours attaché avec plein d'autres éléments qui décrivent c'est quoi un environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des... Oui, Benoît? J'aurais une question qui est assez précise, mais c'est par rapport à la façon que vous avez fait les analyses de régression. Est-ce que, parce que là, vous avez rentré plusieurs facteurs, vous avez un facteur principal, vous avez rentré d'autres facteurs, est-ce que vous avez joué avec l'ordre des différents facteurs? Dans ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé par bloc. Donc, on a rentré d'abord en un bloc les variables. Avant ça, il y avait eu des analyses univariées pour aller vérifier quelles variables présentaient des différences. Ouais. Une fois qu'on a... Et des associations avec le dérangement. Donc, on a choisi uniquement les variables qui présentaient des associations et là, on les a regroupées par bloc. On a toujours rentré le bloc 1, les variables psychosociales en premier. Le bloc 2 était la distance, puis le bloc 3, le bruit.
on a choisi de le faire comme ça pour être capable d'évaluer qu'est-ce que le bruit ajoutait à l'explication, plutôt que... Et plusieurs études font le contraire, ils regardent juste le bruit, puis ils ne regardent jamais le reste des autres variables. Ils disent, le bruit explique X% de la variance, mais ils ne regardent jamais les variables psychosociales ou contextuelles. Ce que ça pouvait ajouter lorsque ce n'était pas le premier élément que vous rentriez, mais le bloc, le troisième bloc. Mais est-ce que vous avez regardé, lorsque vous l'entrez comme premier bloc, le bruit? Est-ce que vous avez regardé ça? Non, on n'a pas regardé ça, mais on a fait, comme je disais tantôt, des études de sensibilité, où si on retirait les éléments du premier bloc qui étaient le plus proche du bruit, est-ce que ça se reportait, par exemple, sur le bruit? Puis la réponse à ça, c'est que ça se reporte un tout petit peu, là, mais vraiment de façon marginale. OK. Mais on aurait pu aussi faire l'inverse, puis aller voir, rentrer le bruit, puis dire, ben, c'est le bruit en premier, puis aller voir qu'est-ce que les autres variables ajoutaient. Oui, un peu le même principe que vous avez fait là, actuellement, là, pour le bruit, le troisième, mais s'il avait été le premier bloc. On n'a pas fait cet exercice-là, mais ce serait intéressant effectivement de le faire, là, puis de voir est-ce que l'ajout des autres éléments, ma prédiction, c'est que l'ajout des autres éléments viendrait manger ce que le bruit explique. Là. Okay. Mais ça serait mon hypothèse, là, mais on ne l'a pas fait là, systématiquement. Okay. On pourrait le regarder. Merci. J'ai une question. Surtout en tant que comme coordonnatrice au partenariat et mobilisation des connaissances au QE, je suis intéressée de savoir si vous avez une chose à dire à la Ville de Montréal, par exemple, concernant nos travaux, ça serait quoi? Ici, le maître d'œuvre, ce n'est pas la Ville, hein, c'est le ministère des Transports du Québec. Mais la Ville elle-même est très, très intéressée par... j'ai même reçu un courriel cette semaine de la Ville qui veut savoir c'est quoi les résultats de notre étude. Moi, je pense que un des choses dont on ne vous a pas parlé, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, il y avait aussi des mesures de mitigation. Alexis y a fait référence tantôt. Puis dans les mesures de mitigation, il y avait la mise en place de comités de bon voisinage, puis la mise en place d'un système de plainte dédié au projet. Puis nos résultats montrent que ces deux éléments-là, c'est des éléments très importants qui permettent aux gens de venir rapporter des problèmes dans un chantier, de dire ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème-là? Et les promoteurs avaient à réagir en disant, on a fait ça pour régler ce problème-là. Fait que ça permettait effectivement de régler des problèmes. Puis quand on a fait des études de corrélation entre ces mesures-là et les mesures de dérangement, on se rend compte que le fait d'avoir un système de plainte dédié au projet, ça permet de réduire le dérangement. Donc, c'est corrélé. Quand le système de plainte fonctionne bien, ça permet de réduire le dérangement. Puis ce qui marche bien dans les systèmes de plainte, c'est un système de plainte dédié. Parce que pour le projet Turcot, il y avait comme une ligne, si on veut, là, plainte projet Turcot, mais tu pouvais appeler la police pour te plaindre, tu pouvais appeler la Ville de Montréal pour te plaindre, tu pouvais appeler plein de gens. Mais les autres systèmes de plainte, la satisfaction de ces autres systèmes de plainte-là était plus faible que celle spécifique mise en place par le ministère des Transports. Donc, pour la Ville, le conseil que j'aurais à dire, c'est si vous avez un chantier qui va durer longtemps, assurez-vous de parler avec les gens autour du chantier, de maintenir de la communication constante, puis d'avoir un système de plainte où il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone qui va répondre aux plaintes puis qui va s'assurer qu'il y a un suivi qui soit fait. Puis, un peu semblable à la question de Claudine, non seulement le moment de collecter les données, mais aussi, est-ce que la saison avait un impact, comme par exemple, est-ce que je suis plus dérangée dans l'hiver que, il y a moins de construction dans l'hiver, mais à différents moments durant l'année, je ne sais pas, est-ce que je suis plus est-ce que c'est plus probable que je devrais sortir de la maison chaque jour durant une période de travail quand on est en présentiel ou dans une période de vacances? Est-ce que c'est mieux apprécié ou non? Ça dérange plus? Oui. Nous, on a fait les mesures de dérangement principalement pendant l'été et l'automne.
principalement parce que les travaux de construction étaient les plus intenses à ces deux périodes-là. Donc, et les travaux à l'été et à l'automne sont de nature différente. À l'été, c'est des travaux plus lourds, démolition, reconstruction, tandis que quand on arrive à l'automne, c'est des travaux, entre guillemets, plus légers, c'est de l'asphaltage, on se prépare pour l'hiver, si on veut. Donc, la nature des travaux n'est pas la même au printemps, été puis automne. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ces périodes-là. Puis quand on fait la répétition dans le temps, parce qu'on là, on vous a présenté les résultats de 2018, mais on a repris en 2019 puis en 2020, on intervertissait l'ordre des groupes. Les gens qui étaient questionnés en automne étaient questionnés au printemps, puis les gens du printemps étaient questionnés à l'automne. Mais en 2020, avec la pandémie, on n'a pas questionné les gens au printemps parce qu'il n'y avait plus de travaux, il n'y avait plus de circulation sur l'échangeur. Donc, tout le monde a été questionné à l'automne, tous. On ne pouvait pas réaliser le projet au printemps en 2020. Merci. Benoît, tu ouvres ton micro. Oui. Est-ce que, bon, vous avez parlé de 19 et 20, puis tantôt, je pense qu'Alexis a dit que le portrait était similaire. Je ne sais pas si j'ai entendu ça, que ce que vous présentez comme données actuellement en 2018, mais en 2019 et 2020, est-ce que le portrait est similaire? C'est la question que je peux poser. Puis l'autre question que j'ai, c'est maintenant que l'échangeur Turco est beaucoup plus bas, est-ce que ça fait une différence puis est-ce qu'il y a un aménagement qui a été fait pour qu'il y ait une réduction du bruit qui soit fait pour des riverains, là, ceux qui sont près de l'échangeur Turco? Je pourrais commencer une réponse, Tony. Alors que je pense que je sais à quoi tu fais référence quand je disais que le portrait était similaire en termes de niveau de bruit. Donc, si on regarde les niveaux sonores, on avait compilé des données, je pense, depuis 2016 ou 2017. Puis à travers les années, ça se ressemble là, sur les indicateurs long terme. Donc, sur depuis 24 heures, si on les moyenne sur un an, les LJO, tout ça, les niveaux qu'on obtient, les indicateurs sont similaires à travers les ans, à travers les années. Donc, ça, c'est un aspect qui est similaire. Par contre, en termes de réponse de dérangement, on les a eu récemment, là, les données pour cette année, mais il y a des changements, je pense, si je ne me trompe pas. Là, la réponse de dérangement, elle n'est pas exactement pareille à celle qu'on vous a présentée ici. Il y a des petits changements. On est en plein dans les analyses. Là, on a reçu nos analyses statistiques vendredi dernier pour 2020. Fait que là, on est en train de décortiquer ça puis de voir dans quelle direction les changements vont. Là. Mais je profiterai de ton autre partie de réponse. Est-ce qu'il y a eu des aménagements? Oui, il y a eu des écrans anti-bruit qui ont été aménagés à différentes portions sur le nouvel échangeur. Là. Parce que le nouvel échangeur s'est effectivement rapproché au sol. Donc, il s'est rapproché de certaines résidences. Donc, il y a des écrans anti-bruit qui ont été installés dans la section là, autour de la sortie de la véranderie, entre autres. Là, si vous prenez l'échangeur Turco, vous allez voir des écrans anti-bruit en plexiglas. Je ne sais pas si c'est du plexiglas, là, mais c'est transparent, qui ont été mis par-dessus l'échangeur pour protéger, pour réduire le bruit, en tout cas. Puis, il y a d'autres secteurs de l'échangeur où ils ont eu aussi des écrans anti-bruit qui ont été installés. On est en train de dépasser le temps qu'on nous avait alloué. Mon Dieu, ça a passé vite, si vous voulez mon avis. Là. Il y a des heures qui passent moins vite que celle-là. Merci beaucoup à tout le monde. Il y en a déjà qui ont dû quitter parce que c'est un petit moment que les gens prennent sur leur heure de dîner. Alors souvent, ils doivent retourner à leur travail dès 1h. Mais merci bien d'avoir participé. Merci à vous deux. Merci Alexis. Merci Tony de partager vos résultats, de partager vos connaissances. Merci pour votre intérêt pour la santé des personnes et de nous aider à mieux comprendre l'impact du bruit sur nos vies aussi. Je pense qu'on est en train
avec tout ce qui s'est passé de changement avec la pandémie, on s'est rendu compte que c'était intéressant quand il y avait moins de bruit dans nos vies. On s'était laissé envahir, on se laisse encore envahir, mais quand il y en a moins, on réalise que ça fait une différence. Alors, merci pour votre contribution à ces travaux-là. Et moi, personnellement, j'espère vous revoir bientôt pour la suite de ces résultats. Merci encore. Bien, merci de l'occasion. C'était très chouette de vous avoir autour et d'avoir vos questions. Merci beaucoup. C'est très intéressant. À la prochaine. Merci à tous. Bye. Bye.